Bonjour, on continue ce cours sur les Lumières. Là, je vais vous présenter donc les circonstances de l'écriture des lettres persanes de Montesquieu. Et ensuite, on étudiera le premier texte que je vais donner, c'est-à-dire le texte qui apparaît en dernière position dans les lettres persanes, le suicide de Roxane et son aveu de son infidélité envers Usbek. Et donc, elle lui annonce qu'elle se suicide et en même temps qu'elle l'a trompé et qu'elle aimait un autre homme. Et du coup, elle s'affirme en le rabaissant, en l'humiliant par justement l'aveu de son infidélité. Donc pourquoi je commençais par la fin? Parce que bon, on va pas le lire le texte ensemble, parce qu'on n'a pas les moyens de le lire, et que vous êtes obligé donc de le lire tout seul, plutôt, il fallait le lire. Et en plus, je commence par le plus simple, par le plus évident, parce que Roxane, voilà, c'est le personnage qui est dans l'œuvre de Montesquieu, devenu un mythe quelque part. Hein. Roxane, tout le monde connaît la lettre de Roxane, tout le monde connaît le suicide de Roxane, enfin tout le monde, ceux qui lisent des livres. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce texte qui éclaire un petit peu toute l'écriture des lettres persanes. C'est peut-être la plus belle lettre du livre, puisqu'elle est très sincère, elle est touchante. Et on verra, il y a une sorte de vecteur tragique et en même temps c'est très féministe puisqu'elle affirme sa présence, sa liberté de femme, même si il faut en payer le prix par la mort. Bon, c'est très beau. Et en même temps, on va le voir, tout ça sert à Montesquieu à critiquer le pouvoir du roi. Le harem, c'est le symbole, on va le voir, de l'État. Un État dirigé par un tyran qu'on est obligé d'aimer. C'est exactement la position des femmes par rapport à ce sultan qui dirige ce harem, et c'est exactement la même position que les citoyens ont avec le roi. Ils sont obligés de l'aimer parce qu'ils n'ont pas le choix, sinon ils meurent. Vous voyez, et on va lentement faire un parallèle entre la structure tyrannique du harem et la structure tyrannique du pouvoir royal. Donc, avant d'expliquer la lettre de Roxane, je vais repréciser un petit peu les circonstances de l'écriture de ce texte. La France, on est au XVIIIe siècle, elle est complètement différente de la nôtre. 85% de la population vit dans des villages de moins de 2000 habitants. Donc, voyez, on est dans une France très rurale qui vit encore de l'agriculture, avec des gens qui ne savent pas lire, comme je vous l'avais dit. Hein. Donc finalement, quand les Voltaire, Rousseau, les philosophes écrivent, c'est aussi pour des bourgeois qu'ils écrivent. Ils le revendiquent d'ailleurs. Ils détestent parfois le peuple. Hein. Ce ne sont pas des gens qui sont... il ne faut pas non plus en faire des personnes engagées qui écrivent pour le peuple. Ils écrivent pour ce qu'on appelle le gentilhomme au XVIIIe siècle, le philosophe éclairé, leur père, Payer. D'accord. Et ces personnes qui vivent au XVIIIe siècle savent pratiquement rien de ce qui peut se passer en dehors de la France. Encore aujourd'hui, c'est pas parfois merveilleux, mais à cette époque-là, on ignore presque que la Chine existe, on n'a pas de nouvelles, on n'a pas d'images, on n'a pas d'actualité, la vidéo n'existe pas, la photographie n'existe pas, et bon, c'est très loin, c'est presque des pays qui sont mythiques, on y croit plus ou moins comme on croit au loup-garou. Hein. Donc l'Orient aussi, et c'est le sujet comme je l'avais dit, hein, c'est le sujet de ce texte, puisque les Mille et Nuits viennent d'être traduits, et on s'intéresse beaucoup à cette époque-là, à l'Orient, surtout à la polygamie qui amuse beaucoup les Parisiens. Il y a aussi, on va le voir, des gens qui partent travailler à l'étranger. C'est le début des personnes qui vont voyager et qui parfois finissent par s'installer dans le pays qu'ils ont été visités. Au Canada notamment, à Tahiti, dans d'autres pays. Et on a des récits comme ça de voyageurs qui font rêver les Parisiens qui n'osent pas partir, les Français qui sont encore beaucoup plus casaniers, beaucoup plus immobiles. Donc il y a une énorme demande, on veut savoir comment c'est l'Orient, comment c'est l'Égypte, et l'Égypte, il faudra attendre la campagne de Napoléon pour découvrir les trésors égyptiens, les pyramides, etc. Donc à cette époque-là, les gens voient à travers la Bible
Ils ont, pour eux, la Bible est une référence. Et on prend ce texte au premier degré. Lentement, la science va démontrer que les données scientifiques ne correspondent pas avec ceux de la Bible. Et ça va poser un problème parce que les scientifiques ne peuvent pas avouer cela, sinon ils auraient des problèmes avec l'Inquisition, etc. Ils seraient des hérétiques. Donc, en 1614, Galilée a essayé de concilier la science et la religion. Copernic ensuite va le faire parce que les protestants sont à son égard, dans les pays du Nord, beaucoup plus conciliants. Et on remet lentement en question la vérité des textes sacrés. On découvre également les sociétés primitives, ce qu'on va appeler les bons sauvages, ceux qui vivent en dehors du souci du péché originel, qui est la condition de la religion judéo-chrétienne. Rousseau va reprendre ce mythe du bon sauvage et il va l'appliquer à sa philosophie en montrant que l'homme est né bon, mais la société le pervertit. C'est la société qui lui fait miroiter par des désirs et surtout par la propriété privée. On le corrompt parce qu'on lui donne des rêves, on lui donne envie de clôturer ses biens et d'avoir envie d'être plus puissant que son voisin, si j'ose dire. C'est l'origine du contrat social qu'il écrira. Donc ces bons sauvages, bien sûr, quand on découvre ces sociétés, on n'a qu'un souci à l'époque, c'est de les évangéliser. On ne veut pas les comprendre encore, il n'y a pas d'anthropologie. Donc c'est dans ce cadre que les lettres persanes sont écrites et attendues par des lecteurs, et grâce au regard de ces persans, qui sont à la fois naïfs et exotiques, on va comprendre, on va critiquer les mœurs des Européens. On va montrer que les Européens sont corrompus, qu'ils sont futiles. Et en même temps, comme je vous l'ai dit, ce harem, il sert aussi à montrer qu'il y a une structure tyrannique dans le pouvoir royal et que les gens sont obligés d'aimer quelqu'un qu'ils n'aiment pas. Un peu comme Roxane. Et finalement, Roxane devient un peu le symbole de la révolte. Tant pis si on meurt, mais on est libre. Donc ça prépare déjà un petit peu les prémices de la révolution et de la violence que la révolution va engendrer. Donc voilà, le suicide de Roxane fait d'elle donc l'incarnation d'une figure de la liberté. Plutôt mourir que de vivre esclave et soumise. Elle se révolte d'une part par la mort, et d'autre part en plus elle humilie Usbek, puisqu'elle y avoue qu'elle a toujours aimé un autre homme et qu'il n'était pas question qu'elle puisse l'aimer une seule fois, et qu'elle a toujours simulé finalement l'amour qu'elle avait pour lui, pour pouvoir survivre, et qu'il pouvait acheter son corps, mais qu'il n'allait jamais acheter son âme qui était réservée à l'homme qu'elle aimait. Et comme cet homme a été tué, elle n'avait plus de raison de vivre, donc elle décide de le rejoindre dans la mort. Parce que déjà, on est un petit peu dans le pré-romantisme aussi. Donc on peut parler donc d'une lettre à la tonalité tragique, et en même temps, une lettre de femme qui s'affranchit, double sens de s'affranchir. Elle s'affranchit, elle sort de l'esclavage pour retrouver sa liberté, pour dire ce qu'elle veut, dire ce qu'elle pense. Et bien sûr, ce qui est tragique, c'est qu'elle le dit parce qu'elle va mourir. Elle affirme également la force de son amour pour un autre homme. Donc ces deux vecteurs me paraissent intéressants si on veut partir dans une étude analytique, c'est-à-dire on va être dans le cadre d'une explication de texte oral. Et donc on peut prendre ces deux petits points de vue. D'une part, le tragique de cette lettre, et en même temps la beauté de cette lettre, parce que cette femme se sublime dans l'affirmation de sa personne, l'affirmation de son amour pour un autre homme, et en même temps, elle ose enfin dire ce qu'elle n'avait jamais osé dire, et tant pis si elle en meurt. D'accord ? Donc, alors, comment on va procéder ? Je veux dire, je ne pourrais pas faire l'explication de texte, parce que, quoique, hein, je vais étudier comment on peut... Je vais penser que ceux qui voudraient, sur la base du volontariat, ceux qui veulent m'envoyer, non pas la vidéo, mais le fichier son, peut s'enregistrer, vous avez tout ça sur votre portable, un fichier MP3 ou MP4, faire votre explication, vous me l'envoyez. Ceux qui l'envoient,
je la note. Ceux qui veulent, s'ils ont des mauvaises notes par exemple, ils peuvent me dire qu'ils ne veulent pas, je la noterai pas, je la garde pas dans la moyenne du trimestre. Mais ceux qui veulent me l'envoyer, bien sûr, il ne s'agit pas de pomper ce qu'il y a sur Internet, parce que j'ai accès aussi à Internet, je ne suis pas idiot. Donc ceux qui vraiment ont envie de faire explication et de me l'envoyer, quelque chose de personnel, je la noterai, s'ils le veulent encore une fois. Hein. D'accord. Pour les premières, ils auront aussi une dissertation hein, sur l'ensemble de l'œuvre de Montesquieu, enfin les lettres persanes de Montesquieu. Pour les secondes, je ne donnerai pas de dissertation parce que c'est encore trop tôt, mais vous aurez une grande question sur l'œuvre. Ce sera une question comme on l'avait fait pour le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Une question, mais qui ne sera pas nécessairement ordonnée encore. Même si on avait fait la correction, j'avais montré ce que c'est une dissertation, ça ne sera pas ordonné encore comme une dissertation. S'il y a des défauts dans votre rigueur de réflexion, c'est pas trop grave encore. Ce que je veux, c'est vous voir réfléchir, vous voir connaître l'œuvre et vous voir votre raisonnement en train de se faire. Donc voilà, je vais demain vous envoyer une deuxième vidéo où je vous décrypterai le texte. Je vous donnerai des éléments d'analyse du texte que vous allez vous ensuite présenter dans une explication analytique pour l'oral. Donc un linéaire, pas à l'écrit, on fait deux axes, etc. Linéaire, on reste à l'oral. D'ailleurs, les premières ont ce texte à l'oral du bac. Ce sera je crois, on en est au 11e texte. Donc ce que je veux, c'est que avant les vacances d'avril, on pourra même continuer pendant les vacances d'avril sur le même système, quoi qu'il arrive, on finisse, quand on rentre des vacances d'avril, on ait les 15 textes. Il ne restera plus que 5 textes, et on sera tranquille jusqu'en juin, ça va vite après. D'accord. Qu'est-ce que je veux donc voilà. Demain, je vous envoie des éléments pour concevoir votre explication de texte oral. Je vous décrypte, je ne vous la fais pas. À vous après de donner du sens à tous les éléments que je vous donnerai. Et vous ferez cette explication. Voilà, merci et restez bien confinés parce que le pic n'est pas encore arrivé de ce vilain virus. À bientôt.